Bonjour à tous, je suis Julien Ankawa, je serai votre formateur pour cette formation DPC sur la prise en charge de la hernie discale lombaire non opérée. On va commencer par voir l'anatomie, la physiopathologie, puis nous entrerons dans le détail de la dégénérescence discale. Ensuite, nous verrons le bilan et le traitement en détail de la hernie discale lombaire non opérée. C'est parti pour les brefs rappels anatomiques. Je vous laisse regarder les deux prochaines diapositives en détail pour se remémorer les différences entre les vertèbres de chaque étage. Alors, nous allons voir les corps vertébraux. Ils présentent un plateau supérieur et un plateau inférieur. Sur ces plateaux, on peut décrire deux parties. Une zone centrale spongieuse qui est criblée de fins orifices et recouverte de cartilage. Ce sont les plaques cartilagineuses vertébrales. C'est le point faible de la vertèbre. Elle est le lieu d'hernie intraspongieuse, d'hernie verticale, du nucleus pulposus qu'on appelle nodule de Schmoll. Nous allons le voir dans la diapositive suivante. La plaque cartilagineuse vertébrale a une épaisseur de 1 à 1,5 mm. Elle fait en fait office de barrière entre l'os spongieux qui lui est vascularisé et le disque intervertébral qui est non vascularisé. La plaque cartilagineuse vertébrale présente de multiples perforations. C'est ce qui va lui permettre de conduire les liquides entre l'os spongieux et le disque intervertébral. Aucune structure fibrillaire ne retient la plaque cartilagineuse vertébrale à l'os sous-chondral. Ainsi, lors d'un mouvement en force ou d'un traumatisme violent, la plaque cartilagineuse vertébrale peut être arrachée. Le rebord périphérique, lui, est un rebord compact qu'on appelle le listel ou le bourrelet marginal. Nous allons parler rapidement des nodules de Schmoll. C'est assez méconnu car leur relation avec les maux de dos est controversée. En effet, dans une étude, Williams et co. ont pris 400 patients qui avaient mal au dos et 400 patients asymptomatiques. On a eu à l'IRM 19% des personnes qui faisaient partie du groupe mal au dos qui ont présenté un nodule de Schmoll. Dans le groupe témoin, à l'IRM, il y a eu 9% de nodules de Schmoll qui ont été trouvés. Ça a suffi à certains auteurs pour dire qu'il y avait une relation entre le nodule de Schmoll et le mal de dos. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette hernie verticale profite bien des caractéristiques de faiblesse de la zone centrale de la vertèbre. On va faire un rappel des caractéristiques du disque intervertébral, du DIV. Tout le monde se souvient probablement de ce qu'on va dire maintenant, mais je pense que c'est un rappel indispensable néanmoins. Donc, c'est un fibrocartilage en forme de lentille biconvexe. Son épaisseur varie de quelques millimètres à l'étage cervical pour grossir jusqu'à environ 1 cm à l'étage lombaire. Sa partie centrale se nomme le nucleus pulposus ou le noyau pulpeux. Ce noyau est de consistance gélatineuse
Il est très résistant et se déshydrate avec l'âge. Sa partie périphérique, c'est l'annulus fibrosus. Nous allons le voir en détail dans les diapositives suivantes. Les rapports du disque intervertébral, il répond en arrière à la paroi antérieure du canal rachidien. Et en avant et en arrière, on a une insertion des deux ligaments longitudinaux, donc l'antérieur et le postérieur, qui sont étendus sur toute la longueur du rachis. On a vu la structure du DIV, maintenant on va voir son rôle. Il permet à la fois de résister à la pesanteur et à des contraintes mécaniques externes complexes. Il assure également une mobilité multidirectionnelle de la colonne lombaire. Sa partie périphérique, donc comme on a vu l'annulus fibrosus, est formée de couches fibroélastiques concentriques et adhère au listel. On va voir maintenant la notion d'indice discal qui est en rapport avec la mobilité. En lombaire, on a un indice discal qui est qualifié d'élevé. On a un rapport qui est environ d'1/5 entre la hauteur du disque intervertébral et la hauteur du corps vertébral. Le disque intervertébral est plus épais en L4, L5 qu'en L1, L2. Nous allons décrire maintenant brièvement, mais un peu plus en détail, l'anatomie de l'annulus fibrosus et du nucleus pulposus. Alors, l'annulus fibrosus, c'est en gros un bulbe d'oignon. C'est 7 à 15 lamelles qui sont disposées de manière concentrique. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est fixé à la plaque cartilagineuse vertébrale dans sa zone périphérique. Il est composé de fibres de collagène de type 1. Les lamelles qui le composent ne sont que très faiblement unies entre elles, ce qui permettra une extensibilité verticale importante. Alors, notre oignon. On peut voir sur la photo le nucleus pulposus au centre et les lamelles concentriques de l'annulus fibrosus. Le noyau, cette masse blanchâtre ovoïde et gélatineuse, est ancré à l'annulus fibrosus. Une donnée intéressante pour nous, il est situé dans la partie moyenne postérieure du disque intervertébral. Il occupe la moitié de son volume. La nutrition du DIV, très important pour nous puisque va jouer un rôle clé dans la dégénérescence discale. Alors, c'est le plus important tissu avasculaire de l'organisme. Les cellules des disques lombaires peuvent se trouver jusqu'à une distance de 8 mm du vaisseau le plus proche. Leur nutrition, comme on l'a vu tout à l'heure, est assurée par les vaisseaux qui passent par la plaque cartilagineuse vertébrale, donc qui vont vers le centre du DIV. On a au centre une faible concentration d'oxygène et de glucose et une forte concentration d'acide lactique. Du coup, un pH acide au centre. Le problème, c'est qu'avec l'âge, les cordes vertébraux, ils deviennent plus imperméables. Du coup, on a le centre du DIV qui est moins nourri, ce qui entraîne une diminution de leur capacité de synthèse et d'entretien de la matrice cellulaire, et ce qui entraînera une mort prématurée des cellules.